Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qui pose une question assez dérangeante. Comment une société peut-elle glisser vers une dynamique totalitaire sans forcément passer par la brutalité, mais plutôt par quelque chose de plus discret, par des mécanismes psychologiques collectifs qui s'installent et qui finissent par transformer la façon dont tout le monde pense, parle et se comporte. Le livre en question s'appelle Psychologie du totalitarisme et il est écrit par Mathias Démé, un psychologue et professeur qui s'intéresse à un phénomène très précis, la formation de foule et la façon dont cette dynamique collective peut transformer une société entière, parfois de manière surprenante, parfois de manière inquiétante. Et justement, avant d'aller plus loin, je veux poser une question simple. Pourquoi un psychologue s'intéresse au totalitarisme? Parce que le totalitarisme, ce n'est pas seulement une histoire de politique ou d'institution, c'est aussi, et parfois c'est surtout, une histoire de fonctionnement humain. Comment les gens pensent en groupe, comment la peur et l'incertitude modifient notre rapport au réel, comment on peut adhérer à des récits collectifs, comment la pression sociale peut faire taire, comment la nuance devient difficile. En bref, c'est un sujet profondément psychologique. Dans ce livre, Démé propose une définition simple mais très forte. Il dit que le totalitarisme, c'est la croyance que l'intellect humain peut être le principe directeur de la vie et de la société. Dit autrement, c'est l'idée que si on raisonne assez bien, si on a assez de chiffres, assez d'experts, assez de modèles, alors on peut piloter le réel comme une machine et que cette rationalité pourrait remplacer tout le reste, à savoir le doute, l'incertitude, les limites et parfois même l'éthique. Pour construire son raisonnement, Démé s'appuie surtout sur deux grandes sources. D'abord Hannah Arendt, qui a beaucoup écrit sur les régimes totalitaires, et ensuite Gustave Le Bon, psychologue français et auteur majeur sur la psychologie des foules. Et plus largement, Démé mobilise des concepts de psychologie sociale comme la conformité, la pression du groupe, la polarisation, la soumission à la norme, etc. Ce sont des mécanismes qu'on connaît tous, mais qui prennent une dimension différente lorsqu'ils deviennent collectifs. Dans cet épisode, on va prendre comme référence historique du totalitarisme le nazisme et le stalinisme, parce que ce sont deux grands exemples classiques qui reviennent beaucoup dans le livre. Et on va aussi parler d'un troisième terrain de référence, beaucoup plus proche de nous, qui est tout simplement la période Covid, que l'auteur considère comme une forme de dérive totalitaire, au sens où il voit apparaître pendant cette période des mécanismes psychologiques typiques du totalitarisme: la rigidification du débat, l'intolérance à la dissidence, l'obsession des règles, le recours massif aux chiffres et la formation de foule. L'objectif de cet épisode n'est pas de refaire le procès d'une époque, ni de dire qui a eu raison ou qui a eu tort. L'objectif, c'est vraiment de comprendre les mécanismes psychologiques décrits par Démé, comment une société peut glisser vers une logique totalitaire, non pas uniquement par la peur d'un régime brutal, mais par quelque chose de beaucoup plus insidieux, par la formation de foule et tout ce qui va avec. La pensée qui se rigidifie, la nuance qui devient suspecte, et l'adhésion au récit collectif qui devient parfois plus importante que la question «est-ce que c'est vrai?». Donc voilà comment on va avancer. Je vais vous présenter les idées du livre de façon structurée, progressivement, pour que même si vous ne connaissez pas ces notions, vous puissiez suivre. Et ensuite, on arrivera au cœur du livre, les chapitres les plus importants à mes yeux, là où Démé détaille précisément comment naît une foule, comment elle fonctionne et pourquoi c'est un terreau possible pour une dynamique totalitaire. Alors pour commencer, Démé pose une idée assez fondamentale. Selon lui, le totalitarisme moderne ne commence pas forcément par un chef autoritaire, par des uniformes ou par une violence visible dans la rue. Il commence souvent beaucoup plus tôt, beaucoup plus silencieusement, dans notre manière de penser le monde. Et pour comprendre ça, il introduit un concept central, ce qu'il appelle la pensée mécaniste. La pensée mécaniste, c'est l'idée que la réalité fonctionnerait comme une grande machine,
quelque chose qu'on pourrait découper en pièces, mesurer, prédire, contrôler, tout ça à condition d'avoir les bons outils, les bons experts et les bons chiffres. Et d'aimer relie directement cette vision du monde à un glissement. La science, qui au départ est une démarche critique, vivante, parfois dérangeante, peut progressivement devenir un discours dominant au point de se transformer en idéologie. Il s'appuie ici sur une idée associée à Michel Foucault. Un discours de vérité, c'est une manière de parler qui vient perturber un consensus social établi. Dire la vérité, ce n'est pas toujours confortable, au contraire même parce que ça peut déclencher de la peur, de la colère, de l'agressivité, parce que ça vient ébranler l'équilibre psychologique d'un groupe. Au départ, la science joue souvent ce rôle-là. Elle contredit la croyance commune, elle met en défaut des certitudes, elle force à réviser des idées. Mais quand ce discours devient celui de la majorité, quand il devient la norme officielle, alors il peut changer de nature. Il peut devenir un argument d'autorité, un label, un outil de pouvoir. Et à ce moment-là, il ne sert plus forcément à ouvrir le débat, il sert parfois, au contraire, à le refermer. Autrement dit, l'idée n'est pas que la science serait mauvaise en soi, l'idée c'est qu'un discours, quel qu'il soit, peut basculer d'une démarche de recherche vers une position idéologique dominante. Et Démé insiste sur le fait que cette transformation est facilitée par une réalité qui existe dans le monde scientifique, ce qu'on appelle souvent la crise de la reproductibilité. Il évoque l'idée que beaucoup de résultats dans plusieurs domaines ne sont pas reproductibles, et il cite notamment l'article de John Ioannidis, Pourquoi la plupart des résultats de recherche sont faux. Et pourquoi ce point est important? Parce que ça soutient une thèse plus large. Quand une société commence à traiter la science non plus comme une démarche critique, incertaine et perfectible, mais comme une machine à produire de la certitude, alors elle se met à chercher dans la science quelque chose qu'elle ne peut pas vraiment lui donner. Une vérité absolue, stable et définitive. Et là, Démé amène un thème majeur, le thème de la mesure. En fait, ce qu'il nous dit en substance, c'est que, à force de vouloir tout mesurer, on peut tomber dans une forme de pseudo-objectivité. Parce qu'on finit par croire que ce qui est mesuré est forcément réel, solide et indiscutable. Alors qu'en vérité, la mesure dépend toujours de choix. Le choix des critères, le choix des seuils, le choix des méthodes, le choix des outils, et surtout, la mesure dépend aussi des interprétations. Et ensuite, il va même plus loin, puisque vouloir mesurer coûte que coûte des choses qui sont par nature difficiles à quantifier, ça peut paradoxalement éloigner le chercheur de son objet. On a l'impression de se rapprocher du réel, alors qu'on fabrique parfois une représentation qui ne fait que donner une impression de rigueur. Et cette logique s'étend au-delà de la science. Démé décrit une société où l'idéologie mécaniste s'impose partout. Dans la médecine, par exemple, il pointe une tendance à traiter l'humain comme un ensemble de mécanismes à réparer. Il cite aussi des travaux qui suggèrent qu'une part énorme des effets de certains traitements pourrait être attribuée en réalité à des facteurs psychologiques comme l'effet placebo. Et ça, j'en ai parlé dans mon résumé sur le livre d'Irving Kirsch sur les antidépresseurs. Et donc tout ça, c'est pas un détail parce que derrière tout ça, Démé décrit une tentation très humaine. C'est la tentation de croire qu'on pourrait supprimer les désagréments de l'existence sans se confronter à ce que ça implique d'être humain, à savoir la vulnérabilité, l'incertitude, la finitude, les dilemmes. L'idéologie mécaniste, elle est séduisante parce qu'elle promet justement l'inverse. Un monde propre, contrôlable, prévisible et optimisable. Et ensuite, le chapitre 4 du livre pose une question très simple. Est-ce que l'univers est réellement mesurable? Ou plutôt, est-ce que ce qu'on mesure dit vraiment la vérité? Ou alors est-ce que ça raconte aussi quelque chose sur la manière dont on a choisi de mesurer? Et à ce moment-là, Démé prend comme exemple la crise Covid,
qu'il présente comme une opportunité inattendue pour mettre en pratique cette vision technocratique du monde. Pas seulement parce qu'il y avait des décisions à prendre, mais parce que beaucoup de choses se sont organisées autour de chiffres, de courbes, de modèles, et que ces chiffres ont été souvent présentés comme une réalité indiscutable. Pendant cette période, il y avait une idée qui revenait souvent, vous l'avez sûrement entendu, c'est que on peut douter de tout sauf des chiffres. Et Démé répond, c'est précisément là que se loge l'illusion. Les chiffres créent une impression d'objectivité quasi irrésistible, surtout quand ils sont présentés sous forme de courbes et de graphiques. On a l'impression de voir le réel en direct, alors qu'en réalité, on voit une construction, produite à partir de choix et insérée dans un récit. Il donne un exemple concret, les tests PCR. Il souligne que ces tests peuvent produire des faux positifs et surtout que le nombre de tests positifs dépend fortement du nombre de tests réalisés. Si l'on pousse massivement à tester, mécaniquement, par exemple à travers le pass sanitaire, on augmente le nombre de résultats positifs. Et si l'on communique seulement sur ce chiffre brut, sans prendre en compte les indicateurs comme le taux de positivité, on peut produire une impression très forte d'épidémie. L'idée ici, c'est de montrer le mécanisme psychologique. Le chiffre devient un objet qui hypnotise. Il devient un fait incontestable, alors qu'il devrait toujours être placé dans son contexte de construction et d'interprétation. Démé prend un exemple très concret pendant la période Covid, aux États-Unis, en comparant différents États américains. En fait, s'est rendu compte que, quel que soit le résultat, le récit dominant trouvait une façon d'avoir raison. Si un État avait pris peu de mesures sanitaires et compté peu de victimes, c'était attribué à des facteurs externes, comme par exemple le climat, la densité de population ou d'autres variables. Si un État avait pris beaucoup de mesures et compté malgré tout beaucoup de victimes, là encore, on invoquait des facteurs externes. Mais si un État avait pris peu de mesures et dénombré beaucoup de victimes, alors c'était sa faute. Il n'avait pas fait assez. Et enfin, si un État avait mis en place des mesures strictes et enregistré peu de victimes, c'était présenté comme la preuve qu'il récoltait les fruits de sa détermination. Autrement dit, dans ce cadre-là, les chiffres ne servent plus à questionner, ils servent à confirmer. La thèse de Démé ici, c'est que chacun peut sélectionner les chiffres qui confirment ses propres préjugés et les interpréter pour consolider sa croyance. Il parle aussi d'un phénomène fréquent en recherche scientifique qui s'appelle l'effet d'allégeance et qui explique que les résultats finaux d'une étude confirment très souvent, plus qu'on ne le croit, les préférences subjectives des chercheurs. Parce que faire une étude implique une forêt de décisions et que dans cette forêt, certains choix inconscients peuvent orienter les conclusions. Et là, on commence à sentir le lien avec le totalitarisme, parce que quand une majorité est convaincue que sa propre fiction est la réalité, alors elle la juge supérieure aux autres. Et elle peut en venir à croire que cette réalité doit être imposée à ceux qui ne s'y conforment pas par tous les moyens. Démé décrit donc une culture où la mesure devient une croyance, où la rationalité devient une idéologie, et où les chiffres créent une illusion d'objectivité, et enfin où l'incertitude devient de plus en plus insupportable. Si on suit la logique de l'auteur, une fois qu'on a posé ce décor, cette montée d'une pensée mécaniste, cette obsession de la mesure, cette illusion d'objectivité, alors la question devient presque inévitable. Qu'est-ce que ça produit psychologiquement sur une population? Parce que dans son raisonnement, le totalitarisme n'est pas seulement une affaire d'idées, c'est une affaire de terrain, et ce terrain, il est profondément humain. L'auteur insiste d'abord sur un point. On peut vivre dans une société avec des avancées technologiques énormes, des outils incroyables, une médecine de plus en plus performante, et pourtant se sentir de plus en plus mal. Alors pourquoi? Parce que si les relations humaines deviennent atrophiées, toxiques, fragiles, si les liens sociaux se délient, alors la vie devient difficile et parfois insupportable, quels que soient les progrès techniques. Et là, on touche une notion centrale qu'il reprend chez Hannah Arendt, et c'est celle du sujet atomisé. Le sujet atomisé, c'est l'individu isolé. Pas forcément isolé physiquement, il
peut être entouré de monde, avoir un travail, des contacts, mais isolé au sens profond, coupé de son environnement naturel, coupé des liens sociaux stables, coupé d'un tissu collectif qui donne de la consistance à l'existence. Et Démé nous dit que c'est précisément ce type d'individu qui constitue la composante élémentaire du totalitarisme. Pas parce qu'il serait faible ou stupide, mais parce qu'il est seul intérieurement. Et que cette solitude crée une vulnérabilité psychologique très particulière. Quand on est atomisé, on a plus de mal à penser avec nuance, plus de mal à se réguler émotionnellement, plus de mal à faire face à l'incertitude, et surtout, on est beaucoup plus susceptible de chercher un point d'appui extérieur. Dans cette perspective, Démé élargit l'analyse. Si une société produit de plus en plus d'individus atomisés, alors elle produit aussi, en arrière-plan, une sorte de malaise collectif. Un mal-être qui n'est pas toujours adressé, pas toujours conscient, mais qui se diffuse. Et c'est là qu'il introduit quelque chose d'important. L'idée que, dans énormément de domaines, ce qu'on appelle objectif est souvent traversé par du psychologique. Il évoque même des estimations selon lesquelles une large part de l'efficacité de certains traitements pourrait être attribuée à des facteurs psychologiques comme l'effet placebo. Alors pourquoi ce détour par la médecine? Parce que ça rejoint son propos sur la pensée mécaniste. Une culture qui traite l'humain comme une machine à réparer peut passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de l'expérience subjective, des relations, du sens, de la confiance, du lien, de la manière dont un être humain se vit lui-même et vit le monde. Et à partir de là, Démé développe une idée très simple. La pensée mécaniste est séduisante parce qu'elle promet quelque chose que tout le monde désire au fond. Elle promet qu'on pourrait supprimer les désagréments de l'existence, la souffrance, la peur, l'incertitude, les limites, sans devoir se transformer intérieurement, sans remise en question, sans maturation. Comme si la bonne technologie et les bons experts pouvaient suffire à résoudre le problème humain. Et selon lui, c'est exactement là qu'on peut situer un fondement du totalitarisme moderne, dans cette croyance naïve qu'on pourrait produire un homme sans défaut et une société idéale. Il donne comme référence historique des idéologies qui ont poursuivi cette idée d'une perfection collective, comme le nazisme et le stalinisme, et il évoque aussi des formes contemporaines de cette même tentation, par exemple autour du transhumanisme. Mais au-delà des références, ce qui compte, c'est le mécanisme. Quand une société veut à tout prix devenir parfaite, propre, contrôlée, sécurisée, elle finit par considérer l'imprévisible comme un scandale, le doute comme une menace, la nuance comme une faiblesse, et l'incertitude comme quelque chose qu'il faudrait éradiquer. Et là, on arrive à un point clé, le désir de maîtrise. L'auteur nous explique que l'obsession de réglementer, chez le peuple comme chez les dirigeants, découle souvent d'un besoin de prévisibilité, un besoin de réduire l'incertitude. Et quand ce besoin devient massif, il peut nourrir une demande presque implicite: donnez-nous des règles, dites-nous quoi faire, décidez pour nous. Le paradoxe, c'est que dans les systèmes totalitaires, les règles ne deviennent pas plus claires. Elles deviennent souvent plus nombreuses, plus instables, plus absurdes, au point de créer une perte de repères. Il en donne un exemple très parlant. Pendant la période Covid, en Belgique, un site officiel du gouvernement indiquait que des conjoints ne vivant pas ensemble pouvaient se rendre visite, tout en précisant que la police pouvait malgré tout les verbaliser. Autrement dit, une règle qui dit une chose et en même temps son contraire. Et ça, c'est pas un détail, parce que l'auteur insiste justement sur ce point. Les systèmes de règles modernes changent rapidement, de manière imprévisible, et leur nombre ne cesse de croître. Et cette instabilité, au lieu de rassurer, peut créer une situation psychologique particulière, une perte de repères, une dépendance accrue à l'autorité et une adaptation permanente à des normes mouvantes. Il fait aussi un parallèle important avec la manière dont gouvernent les dirigeants totalitaires. Très souvent, ils gouvernent justement par décret. Le décret, c'est-à-dire sur la base de règles temporaires, modifiables, qui peuvent changer du jour au lendemain.
Et quand une société vit longtemps dans ce climat, les individus peuvent progressivement internaliser quelque chose, à savoir l'idée que la norme n'est pas une boussole stable, mais une injonction fluctuante à laquelle il faut se conformer, quoi qu'il arrive. Et si on met tout ça ensemble, on voit se dessiner le terreau que Démé décrit. Une population de plus en plus atomisée, en perte de sens, traversée par un malaise diffus, avec un niveau d'incertitude difficile à tolérer et une demande croissante de maîtrise, de règles et de contrôle. Et à partir de là, il suffit parfois d'un élément supplémentaire, à savoir un récit collectif puissant, pour que quelque chose bascule. Un récit qui vient donner un sens, désigner un problème central, proposer une stratégie et surtout recréer un sentiment d'appartenance. Et c'est précisément là qu'on arrive au cœur du livre, ce qu'il appelle la formation des foules. L'auteur commence par distinguer deux choses qu'on mélange souvent, la dictature et l'État totalitaire. Une dictature repose surtout sur une peur très directe. La population obéit parce qu'elle sait, qu'elle sent que le régime est capable d'une brutalité ouverte. Un État totalitaire, au sens où il l'entend, peut fonctionner autrement. Il se fonde sur un processus psychologique plus insidieux, plus subtil, où les gens en viennent à adhérer eux-mêmes à une logique qui finit par les enfermer. Une population totalitarisée, selon lui, se reconnaît à plusieurs signes. Une volonté de sacrifier aveuglément ses intérêts personnels au nom du collectif, une intolérance radicale à l'égard des voix dissidentes, une mentalité de mouchard, parfois paranoïaque, qui fait entrer le contrôle jusque dans la vie privée, une propension à accepter une propagande pseudo-scientifique absurde, une logique étroite qui ne respecte plus de limites éthiques, une perte de diversité et de créativité, et, au bout du compte, une tendance à l'autodestruction, parce que ces systèmes finissent toujours par se dévorer eux-mêmes. Pour éclairer cette idée, Démé mobilise Gustave Le Bon. Le Bon expliquait déjà à la fin du 19e que les foules ont toujours existé, mais qu'avant une certaine période, elles étaient plus facilement contenues ou plus facilement réprimées par les structures de pouvoir. Et il avertissait déjà que la société moderne allait créer des conditions nouvelles, des foules capables non plus seulement de se rassembler ponctuellement, mais de devenir un phénomène structurant, permanent, au point de prendre le contrôle d'une société et de faire émerger une nouvelle forme d'État. Ce scénario, prédit dès 1895 par Gustave Le Bon, s'est effectivement produit avec la montée des États totalitaires du XXe siècle. Et certains éléments contemporains peuvent réactiver ces mêmes mécanismes. Mathias Démé décrit alors comment une foule se forme. Alors tout commence par le phénomène suivant. De plus en plus d'individus entrent dans un état d'atomisation sociale. Et quand leur nombre dépasse un certain seuil, quelque chose se met en place. Une dynamique collective, presque comme un changement d'état, où l'individu n'est plus seulement un individu, il devient une partie d'un organisme psychologique plus grand. Et l'auteur insiste sur une chose, pour que ce basculement soit possible, il faut au préalable que certaines conditions, au nombre de 4, soient réunies. Ces conditions sont nécessaires pour la formation d'une foule. La première, et la plus fondamentale selon lui, c'est la solitude généralisée, le manque de liens sociaux réels, stables et nourrissants. Hannah Arendt en faisait déjà un élément central. L'isolement, la dissolution du tissu social, la perte d'un monde commun. La deuxième condition, c'est la perte de sens. Une impression diffuse que la vie devient creuse, que les activités quotidiennes manquent de direction, que le travail lui-même peut sembler dénué de signification. Démé évoque ce constat que beaucoup de gens ont le sentiment de participer à quelque chose qui ne fait pas vraiment sens. La troisième condition, c'est le niveau élevé d'anxiété flottante. Il s'agit d'une peur qui n'est pas reliée à un objet clair, c'est plutôt un malaise général, une tension de fond, une inquiétude permanente, mais sans cible précise. Et la quatrième condition, c'est une frustration et une agressivité flottante. Là encore, cette agressivité n'est pas encore dirigée vers quelqu'un en particulier, mais elle cherche une sortie. C'est comme une énergie qui s'accumule et qui est prête à être canalisée.
Quand ces quatre conditions sont présentes, Démé décrit qu'il suffit qu'un élément supplémentaire apparaisse pour que la foule se cristallise, à savoir un récit suggestif diffusé par les médias de masse qui désigne un objet d'inquiétude et propose une stratégie pour y faire face. Dans les exemples historiques, l'objet d'inquiétude a pu être l'aristocratie sous le stalinisme ou les juifs sous le nazisme, et dans la période Covid, ça a d'abord été le virus, puis ensuite ceux qui étaient perçus comme ne suivant pas le récit collectif, par exemple ceux qu'on a désignés comme entre guillemets les complotistes et un petit peu plus tard les antivax. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de très puissant. Toute l'anxiété flottante va se fixer sur cet objet unique. Tout va devenir plus simple, la complexité va se réduire et un soutien massif peut émerger autour d'une stratégie de lutte contre cet objet. Ce processus a, selon Démé, des bénéfices psychologiques immédiats. Premièrement, une société qui était en train de s'atomiser retrouve d'un coup un sentiment de cohérence. Les individus se sentent reliés, il y a de l'énergie, il y a un but, il y a une direction. L'anxiété diffuse trouve enfin une cible. Et la frustration, l'agressivité, trouvent aussi un exutoire. Elles peuvent être projetées vers ceux qui n'adhèrent pas au récit commun. Il y a donc de nombreux bénéfices psychologiques pour la société comme pour les individus à adhérer à ce narratif. Et Démé formule une affirmation qui résume bien cette logique. Ce n'est pas tellement ce qu'on pense qui compte, c'est le fait de le penser ensemble. La foule adhère au récit collectif, non pas uniquement parce qu'il serait vrai ou vraisemblable, mais plutôt parce qu'il crée un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment peut être si précieux, si réparateur sur le plan psychologique, que l'individu est prêt à sacrifier beaucoup pour le préserver. C'est pour ça que Démé décrit un basculement paradoxal. Une société saturée d'individualisme et de rationalisme peut basculer très vite vers l'exact opposé, un collectivisme profondément irrationnel. Et l'argument moral principal devient souvent la solidarité. Adhérer au récit, c'est être solidaire. Refuser d'y adhérer, c'est être accusé de manquer de civisme et de mettre les autres en danger, d'être antisocial. À l'intérieur de cette dynamique, Démé insiste sur un élément très particulier, les rituels. Une foule se consolide à travers des comportements symboliques dont la fonction principale est de soumettre l'individu au groupe. Et pour remplir cette fonction, ces comportements doivent avoir une utilité pratique limitée, voire nulle, tout en exigeant un sacrifice. Du confort, de la liberté, des habitudes, du lien social. Et il souligne que pendant la période Covid, certaines mesures, surtout quand elles paraissaient absurdes ou excessives, pouvaient fonctionner comme des rituels. Elles servaient à montrer l'adhésion au groupe, à matérialiser la soumission au récit commun. Il donne l'exemple du masque porté seul en voiture, un geste dont l'utilité pratique est discutable, mais dont la valeur symbolique est très forte. En contexte totalitaire, on va retrouver trois types de réactions face au discours dominant. On aura un premier groupe qui est réellement sous emprise et adhère pleinement au récit, environ 30% de la population en général. Un deuxième groupe qui n'y croit pas complètement mais se tait, qui suit le mouvement, qui ne s'oppose pas, environ 50%. Et un troisième groupe qui ne croit pas au récit, qui exprime son désaccord, parfois en tentant de résister. En général, ils sont environ 20%. Un autre point important, c'est la ressemblance entre la formation de foule et une forme d'hypnose. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, le champ de l'attention se rétrécit. La foule se focalise sur un seul objet, une seule menace, une seule réalité, et tout le reste disparaît. L'attention se fixe par exemple sur les victimes du virus, tandis que les effets collatéraux des mesures sanitaires, les dilemmes, les coûts psychologiques, les coûts sociaux, les coûts économiques, les coûts démocratiques deviennent secondaires ou même invisibles. Les victimes collatérales des mesures suscitent peu d'empathie, non pas forcément par cruauté consciente, mais parce que l'attention collective est capturée. Et c'est là que l'auteur rejoint une autre observation de Gustave Le Bon. Les foules sont radicalement intolérantes envers les opinions divergentes
et elles ont une forte tendance à l'autoritarisme. Les voix dissidentes sont perçues comme antisociales, infondées et surtout comme une menace existentielle parce qu'elles risquent de briser l'ivresse collective et de confronter l'individu à ce qu'il ressentait avant, à savoir la solitude, le malaise et l'anxiété flottante. Donc à ce stade, on comprend pourquoi la formation de foule est, pour Démé, un point de bascule. Ce n'est pas juste un phénomène social, c'est une transformation psychologique profonde où l'appartenance devient plus importante que le vrai, où le collectif devient plus important que l'éthique et où la dissidence devient insupportable. Une fois que cette dynamique de foule est installée, Démé pose une question très dérangeante. Qu'est-ce qui fait que des gens ordinaires peuvent participer, parfois sans même s'en rendre compte, à quelque chose qui devient inhumain? Et là, il mobilise une idée centrale d'Hannah Arendt, la banalité du mal. L'idée n'est pas que le mal serait banal au sens où il serait insignifiant, l'idée c'est plutôt que, dans certains contextes, le mal peut être commis non pas par des monstres, mais par des individus, entre guillemets, normaux, qui obéissent, qui appliquent des règles, qui suivent une logique, sans réfléchir à ce que cela implique humainement. Dans la lecture que propose Démé, la criminalité totalitaire réside souvent dans une adhésion irréfléchie et inconditionnelle à un système de règles, même lorsque ce système devient clairement inhumain. Il s'intéresse ensuite à ce qu'il appelle les meneurs de foule. Et ce qu'il dit est assez contre-intuitif. Ce qui les caractérise n'est pas forcément l'avidité pour l'argent ni le sadisme, ce serait plutôt une pulsion idéologique, une conviction profonde, parfois morbide, que leur vision est rationnelle, juste, nécessaire et qu'elle doit s'imposer. Il donne un exemple historique. Hitler, qui était convaincu que sa force provenait de sa capacité à raisonner froidement. Et plus largement, il décrit une dynamique où les dirigeants totalitaires se vivent comme des gens animés de bonnes intentions. Ils ne se disent pas «je fais ce qui est dans mon intérêt», ils se disent «je fais ce qui est juste pour le groupe». Et parce que l'objectif est présenté comme supérieur, tout le reste devient secondaire. Et donc l'essence du totalitarisme n'est pas utilitaire. Le but ultime n'est pas simplement le pouvoir ou l'argent, même si ce sont des bénéfices secondaires. Le but ultime, c'est la réalisation d'une fiction idéologique. Et dans cette logique, le leader lui-même peut sacrifier ses propres intérêts ou ceux de la société pour rester fidèle à cette fiction. Pour comprendre comment cette logique se déploie, Démé reprend une idée très forte. Dans le totalitarisme, les lois, au sens de limites morales, juridiques, démocratiques, deviennent un obstacle, parce que l'idéologie fonctionne comme une machine logique. Il donne une illustration. Si l'on accepte une prémisse de départ, alors tout le reste semble découler inexorablement. Hannah Arendt résumait tout ça avec une formule simple. Une fois qu'on a dit A, il faut ensuite dire B, puis C, jusqu'au bout de l'alphabet. La logique s'enchaîne et chaque étape paraît nécessaire au regard de la prémisse initiale. Démé montre comment ce mécanisme fonctionne dans des contextes très différents. Dans les totalitarismes du XXe siècle, ça pouvait donner, si l'on veut atteindre tel idéal historique, alors il faut éliminer tel groupe, puis tel autre, et ainsi de suite. Dans la période Covid, il fait remarquer qu'une logique similaire pouvait apparaître dans la manière dont certaines mesures étaient justifiées. Si l'on veut éviter une saturation des urgences, alors il faut confiner, fermer, interdire, restreindre, et chaque restriction devient une conséquence logique, presque automatique. Ce qui frappe dans cette description, c'est l'effet de normalisation. Des raisonnements qui, avant une crise, auraient paru extrêmes, voire absurdes, deviennent pendant la crise des évidences inattaquables. Et dans un climat de foule, la question «est-ce encore humain?» se retrouve souvent écrasée par la question «est-ce cohérent avec la logique de départ?» L'auteur ajoute un autre élément. Dans une dynamique de foule, les victimes comme les bourreaux peuvent être sous emprise. Il reprend une observation glaçante d'Hannah Arendt. Pendant le nazisme, de nombreux juifs se sont rendus d'eux-mêmes à des points de rassemblement, alors même qu'ils savaient ce qui les attendait. Non pas par naïveté, mais parce que l'emprise collective est si forte que l'individu perd ses repères, son instinct, sa capacité à se tenir seul contre le courant. Et c'est là qu'il fait une comparaison importante avec l'hypnose. Quand on sort un individu hypnotisé du contexte de la foule, il va sortir progressivement de son hypnose.
C'est d'ailleurs pour cela que certaines sectes cherchent à isoler les individus de leurs proches, parce que le contact avec des voix extérieures, non hypnotisées, peut fissurer l'emprise. Il y a aussi une dimension paradoxale que Démé souligne. Les foules ont tendance à pardonner à leurs meneurs. Même face à des preuves de mensonges, de contradictions, de manipulation, la foule peut répondre quelque chose comme ils le font pour notre bien. Parce que ce qui est défendu, au fond, ce n'est pas la vérité factuelle, c'est le sentiment d'appartenance. Remettre cela en cause, c'est menacer le seul point d'appui psychologique qui a été retrouvé. Et Démé insiste sur un aspect presque structurel. Comme les dynamiques totalitaires finissent par s'autodétruire, les meneurs n'ont souvent pas d'autre choix que de désigner continuellement de nouveaux objets de peur. Quand la peur initiale s'épuise, quand la mobilisation faiblit, quand le récit perd de sa force, il faut relancer la dynamique avec un nouvel ennemi, un nouvel objet d'angoisse, une nouvelle urgence. Un exemple qu'on peut donner à ce sujet, c'est que en France, la séquence Covid s'est arrêtée net, brutalement, en février 2022, au moment où l'objet de la peur a basculé vers la Russie suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Pourtant, à ce moment-là, il n'y a pas eu de diminution significative du nombre de malades ou de décès Covid. Et à ce stade, Démé revient à une formule empruntée à Gustave Le Bon. Les foules se vivent comme animées par le bien commun, par la solidarité, par l'idéal, mais le résultat, dit-il, est toujours le même. Elles visent un paradis idéologique et elles produisent un enfer. Donc dans cette lecture, les meneurs ne sont pas seulement des manipulateurs cyniques et la foule n'est pas seulement trompée. C'est une dynamique où l'idéologie, la peur, l'adhésion collective et la logique s'auto-alimentent et où la question de la vérité devient secondaire face aux besoins psychologiques de cohésion et d'appartenance. Pour terminer, Démé aborde un point délicat parce qu'il touche à une réaction presque automatique dans ce genre de période. La tentation, pour le troisième groupe, celui qui n'adhère pas au récit dominant, d'expliquer ce qui se passe par une conspiration. Et son idée est la suivante. En fait, quand on observe une dynamique de foule de l'extérieur, tout paraît étrange, tout paraît absurde, tout paraît parfois irréel. On voit des contradictions évidentes, des règles incohérentes, des raisonnements extrêmes, et pourtant, une grande partie de la société suit, adhère, se mobilise. Et face à ça, il devient très difficile de tolérer l'idée que ça arrive comme ça, à grande échelle, sans intention claire, en bref, sans conspiration. Psychologiquement, ça crée un besoin de sens, un besoin de logique, un besoin d'un schéma simple qui permette de gérer la complexité du réel et de diminuer l'angoisse. Et c'est là que l'explication par la conspiration devient séduisante. Elle transforme quelque chose d'absurde en quelque chose de cohérent. Le monde redevient logique parce qu'il y a des méchants, il y a un plan, il y a une intention. Et Démé ajoute un point très humain. Plus les gens ressentent de la colère, plus ils ont tendance à percevoir un mal intentionnel derrière les événements. Mais l'auteur propose un déplacement. Il interprète ces situations moins en termes de tromperie malveillante et intentionnelle, comme vous l'avez compris, qu'en termes de psychologie des foules. Il rappelle une idée assez simple, assez brutale. L'être humain n'a pas besoin d'être un conspirateur pour commettre collectivement des erreurs énormes et pour les reproduire avec une constance désolante. Et en même temps, il ne dit pas qu'il n'y a pas de stratégie, qu'il n'y a jamais de plan. Il reconnaît que dans tout totalitarisme, il y a une forme de planification. Mais il ajoute une nuance importante. Ces plans ne sont pas, à l'origine, simplement le produit de quelques individus, ils sont d'abord liés à une idéologie. Une idéologie impersonnelle qui traverse les institutions, les médias, les organisations, les discours, et qui peut ensuite être utilisée, amplifiée, orientée par des acteurs puissants. Il cite d'ailleurs des exemples souvent évoqués. l'Event 201 ou le livre The Great Reset de Klaus Schwab. Et il insiste sur un point. Pour lui, le fait que ces éléments soient accessibles publiquement change la nature de l'hypothèse. En fait, si ce n'est pas secret, alors c'est que ce n'est pas une conspiration.
C'est plutôt un indice que certaines idées, certaines visions du monde circulent ouvertement et qu'elles influencent la manière dont les sociétés se dirigent. À partir de là, Démé propose une lecture de la polarisation sociale qui est assez intéressante. Dans un contexte où la nuance est découragée, la société se coupe en deux blocs. D'un côté, un grand groupe qui avale ce qui est diffusé par les médias mainstream, parfois même quand le niveau d'absurdité monte très haut. Ce groupe-là est emporté par la dynamique de foule. De l'autre côté, un groupe plus petit, qu'on appelle souvent les complotistes, qui n'adhère pas au narratif, mais qui va avoir tendance à surestimer l'intentionnalité, à tout relier à un plan central, à une manipulation globale. Et l'auteur précise ici que ce deuxième groupe peut lui aussi devenir une foule, à plus petite échelle, mais avec les mêmes caractéristiques. Rigidité, certitude, intolérance, réduction de la complexité. Et dans les deux cas, le point commun, c'est le rapport à la certitude. Les deux camps peuvent devenir allergiques à la nuance parce que la nuance laisse planer l'incertitude et que l'incertitude est difficile à supporter dans ces périodes. Et c'est là que l'auteur introduit une idée qui peut paraître frustrante, mais qui est centrale. Chaque personne a sa part de responsabilité dans le phénomène totalitaire. Il n'y a pas un seul responsable à désigner pour évacuer la colère. Il y a une idéologie, une dynamique collective, des institutions, des intérêts, des peurs, des biais et une participation parfois active, parfois passive, de millions de personnes. Et c'est précisément pour ça qu'une explication nuancée est souvent vécue comme insatisfaisante, parce qu'elle ne donne pas un coupable unique et un sens définitif à l'expérience vécue. Malgré cette mise en garde concernant la polarisation de la société, Démé termine sur l'importance, dans un contexte totalitaire, de la persistance des voix dissidentes. Même si ces voix ne parviennent généralement pas à réveiller le groupe le plus hypnotisé, ni à briser l'état de foule de manière spectaculaire, elles ont un effet crucial. Elles atténuent la profondeur de l'hypnose collective. Elles empêchent la foule de basculer jusqu'aux pires atrocités. Elles maintiennent une fissure dans le récit. Et surtout, ces voix ont aussi un impact sur le deuxième groupe, ceux qui ne sont pas réellement hypnotisés, mais qui suivent le mouvement par silence, par prudence, par fatigue, par peur d'être exclus. Ce groupe-là, contrairement au premier groupe, reste encore réceptif à des arguments rationnels de qualité. Et Démé insiste aussi sur la manière de le faire. La voix dissidente, selon lui, doit rester calme, respectueuse, déterminée et persistante. Parce que l'objectif n'est pas de gagner un combat, mais de maintenir vivant un espace psychique, un espace social où la pensée reste possible. Et si on prend un pas de recul, c'est peut-être ça l'idée finale du livre. Le totalitarisme, tel que Démé le décrit, n'est pas seulement un phénomène politique, c'est un phénomène psychologique collectif. Un glissement où l'on échange la nuance contre l'appartenance, le doute contre la certitude, la complexité contre un récit unique, et où l'on se met à sacrifier l'humain au nom d'une logique pseudo-scientifique. Et la question que ça laisse, finalement, c'est presque une question personnelle. Qu'est-ce qu'on choisit de protéger quand la foule monte? Le confort d'être avec le groupe ou l'effort de rester lucide, même quand ça coûte? Donc voilà, c'était la lecture que propose Mathias Démé dans Psychologie du totalitarisme, une lecture qui ne demande pas d'être d'accord avec tout, mais qui propose un cadre pour comprendre des mécanismes qu'on préfère souvent ne pas regarder en face.